Moi, c'est Julien Simard, je suis aussi l'auteur du livre Vieillissement, on le voit pas, et crise du logement. Je vais vous envoyer le lien. Bon, c'est flouté, désolé. Je vais vous mettre le lien plus tard à la fin. Donc, moi, je travaille depuis 10-12 ans là, sur les enjeux de précarité résidentielle des personnes vieillissantes à Montréal notamment, mais aussi là, on a travaillé avec plusieurs personnes, dont Isabelle, sur d'autres terrains pour voir si ce qui se déroulait à Montréal était aussi présent ailleurs. Donc, est-ce que c'était vraiment lié à la gentrification dans les quartiers centraux, c'est-à-dire toutes ces vagues d'éviction et de problèmes que vivent les locataires âgés, ou c'était lié à d'autres dynamiques plus larges? Donc, c'est ça. Moi, je vais juste finir de me présenter rapidement. Après ça, je vais passer la parole à Isabelle pour qu'elle se présente rapidement. Puis on va commencer après. C'est ça. Moi, je suis à mon troisième postdoctorat au CREMIS, c'est-à-dire le CIUS. C'est un centre de recherche situé au CIUS Centre-Sud à Montréal. Et j'enseigne aussi au certificat de gérontologie à l'Université de Montréal. Isabelle? Oui, merci Julien. Rapidement, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là. Donc, comme Maud l'a évoqué, donc, je suis prof en travail social à l'UQO Saint-Jérôme. Je travaille plus largement sur les enjeux du vieillissement, inclusion, exclusion sociale là, des personnes aînées depuis même temps que toi, Julien. Donc, 10, 15, on oublie de compter là, avec les années, bref. Et je dirige aussi le laboratoire vivant Maillage qui s'intéresse aux initiatives pour soutenir le vieillissement dans sa communauté le plus longtemps possible, autant que possible, selon apporter des conditions favorables aux personnes qui vieillissent dans des territoires à caractère ruraux pour l'instant. Donc voilà, merci et je redonne la parole à Julien pour la présentation de ses résultats de recherche. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est, avec Isabelle, évidemment, c'est un des volets d'une étude qu'on a faite sur 3 terrains, Longueuil, Saint-Jérôme et la Petite Patrie à Montréal. C'est une action concertée du Fonds de recherche du Québec, c'est-à-dire que à la fin de ça, on a donné des résultats et des recommandations qu'on va d'ailleurs vous présenter au ministère des Affaires de l'Habitation, au MIFI, au M3S et à la SHQ. Là, l'étude est finie, puis on est en mode diffusion là, des connaissances. Alors, bon, c'est un petit outline de qui était dans cette recherche-là finalement, dirigée par Hélène Bélanger au département d'études urbaines. Je ne vais pas vous faire la liste de tout le monde, mais on était pas mal des gens du CRASH, hein, avec d'autres collègues aussi. Le CRASH, c'est le collectif de recherche et d'action sur l'habitat, qui est basé maintenant en géographie à l'Université de Montréal, sous la direction de Violaine Jolivet, mais on s'est aussi adjoint des gérontologues comme Isabelle et Megan Joy de Concordia. Des partenaires, Comité logement de la Petite Patrie, Comité logement de la Rive-Sud à Longueuil et la table de concertation régionale des aînés des Laurentides. On continue. Là, ce qu'on voulait savoir, c'est parce que, évidemment, c'est ça, cet enjeu-là de l'expulsion, de l'insécurité, de la précarité résidentielle des personnes âgées dans le parc locatif privé traditionnel. De quoi on parle quand on parle de ça? On parle premièrement d'une occupation incertaine, inadéquate et ou inabordable. Les objectifs, évidemment, en logement, là, que ce soit pour les populations vulnérables, aînées ou autres, femmes monoparentales, personnes immigrantes, peu importe, peu importe, n'importe qui, c'est de pouvoir donc rester aussi longtemps qu'on le souhaite dans un logement. Donc, la sécurité d'occupation, qui est concomitante au droit au maintien dans les lieux, un logement adéquat, c'est quoi? C'est un logement qui a une taille qui correspond à nos besoins, aux besoins du ménage. Si c'est dans le cas d'une personne avec perte de capacité, ben, c'est un logement au minimum adapté qui vous permet de remplir vos occupations quotidiennes. Et évidemment, l'abordabilité, ben, le seuil est fixé par les gouvernements. Vous l'avez sûrement déjà entendu ce terme-là, taux d'effort. C'est-à-dire que en haut de 30% de votre budget mensuel, donc de votre revenu, là, brut, mettons, si vous calculez 30% de ça en frais de logement et vous êtes au-dessus du 30%, vous êtes dans un logement qu'on dit inabordable. Hein? Il y a même des propriétaires qui se retrouvent dans ces situations-là. Attention, c'est pas juste les locataires.
Faites le calcul, hein, on calcule les frais de logement aussi, ça vient avec l'énergie. Donc, les proportions de gens qui paient davantage que 30% de leurs revenus au logement et sont quand même très élevées. À Montréal, c'est chez les aînés, hein, c'est près du tiers qui sont dans cette situation-là. On a aussi voulu s'enquérir des dynamiques de déplacement forcé, c'est-à-dire devoir quitter le logement contre son gré, tout simplement. On peut appeler ça une éviction. Il y a aussi des rénovictions, des évictions déguisées, des évictions légales, des évictions illégales, un mélange des deux. Du harcèlement, il y a plein de choses qui se passent dans le parc locatif privé et vous avez entendu plein d'histoires aussi, j'imagine, sur le terrain. On a voulu donc se questionner sur la portée et les limites des moyens déjà existants. Au Québec, vous le savez, on a cet enjeu majeur qui est le fait que un peu tous les paliers doivent se renvoyer la balle sur le logement, le municipal, le provincial, le fédéral. On a une grande prévalence d'insécurité d'occupation, hein, donc beaucoup d'aînés qui disent ne pas savoir où est-ce qu'ils vont finalement vieillir, alors que partout dans les médias et dans les politiques publiques, on dit que rester chez soi le plus longtemps possible, c'est le but ultime de toutes les politiques gérontologiques. Dans les faits, ce n'est pas comme ça que ça se passe, surtout chez les locataires du parc traditionnel. Les caractéristiques de cette précarité-là et les tactiques pour essayer d'avoir une sécurité résidentielle là, chez les locataires. On continue. Donc, premièrement, on essaie d'identifier les mécanismes institutionnels. Donc, qu'est-ce qui existe? C'est quoi les règlements, les lois, les plans d'urbanisme et autres. Deuxièmement, comprendre l'expérience et les épreuves des locataires. Hein, on a fait des entrevues pour ça. Et décrire les actions du milieu. Là, une petite parenthèse, vous savez qu'au Québec, il y a plusieurs types d'habitats, OK? Évidemment, il y aurait la maison pavillonnaire non attenante, qui est le bungalow. Ça, c'est un habitat assez courant. Bon, à Montréal, c'est 54% des aînés qui sont propriétaires, environ 30% des aînés qui sont en bungalow. En région, c'est davantage, par contre. Ça, c'est un modèle. Il y a la copropriété, ben, la propriété dans une copropriété, c'est-à-dire un condominium, qui soit divis ou indivis. On reste dans la propriété. On a la location, donc dans le parc locatif privé traditionnel, c'est-à-dire des appartements ordinaires, comme vous et moi, on les connaît, triplex, duplex, une tour d'habitation, etc. Location dans les RPA, hein, qui est aussi un contrat de louage privé. On a le logement social et communautaire, qui est une autre chose. Okay? Puis dans le logement social et communautaire, on a les HLM, on a les coopératives, on a les OBNL d'habitation. Et on a finalement, moi j'appelle pas vraiment ça des milieux de vie, parce que c'est plus des milieux de soins, selon moi, parce que évidemment c'est des cas plus lourds. Mais toutes les ressources d'hébergement, CHSLD, résidence intermédiaire, et CHSLD privé. Ça, on parle de 3,5% des aînés au Québec. Donc, 96% des aînés au Québec sont en logement privé qui soit locatif ou propriétaire. OK? C'est vraiment pas tout le monde qui est en CHSLD, comme des fois on a l'impression que ça l'est. On continue. Qu'est-ce qu'on a fait pour avoir les données qu'on va vous présenter? Donc, la méthodologie de cette recherche-là. Une enquête qualitative sur 3 terrains, c'est-à-dire qu'on parle aux gens et on recueille leurs paroles pour l'analyser après. Phase 1, on a fait des groupes de discussion avec des intervenants et des acteurs territoriaux. En phase 2, on a parlé à des aînés, soit en personne, soit au téléphone, avec toute une équipe de recherche, vivant des problèmes dans leur logement, que ce soit insalubrité, problème avec le propriétaire, loyer trop cher, tentative d'éviction, etc. On a fait des portraits régionaux sociodémographiques. On a fait une analyse du cadre foncier des 3 régions. Une analyse de la jurisprudence liée à l'article 1959.1, je vous en parle plus tard. C'est la fameuse loi Françoise David. On va en regarder les limites, parce que oui, il y a des limites. Et finalement, une analyse des entretiens. Bon, ça, on passe rapidement à ça, c'est de la poutine. On tombe dans le vif du sujet. Nos répondantes aînés, OK? On en avait 14 à Saint-Jérôme, dont 12 femmes. C'est pas mal ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Là, c'est les résultats de Saint-Jérôme.
On va comparer un peu dans des tableaux, mais tout ce qui est verbatim, là, vous allez voir les paroles des gens, là, ça c'est Saint-Jérôme. Âge moyen, 73 ans. Revenu moyen, 18 783 $. Ça, là, c'est pas beaucoup, OK? Puis ça, on a fait l'étude en 2020-2021. C'est sûr qu'il y a la crise de l'inflation qui a pas mal pris de la vitesse depuis. Même le supplément de revenu garanti, vous le savez, a augmenté un petit peu pour essayer de s'indexer. On dit au Québec là, que le revenu viable, ça c'est calculé par l'IRIS, qui est un groupe de recherche là, socio-économique, dont je suis membre d'ailleurs. En bas de 24 000 pour une personne, là, on est pas mal dans la pauvreté effective, même si les seuils de MFR, mesures de faible revenu, et mesures de panier à la consommation là, du fédéral et du provincial sont parfois un peu en dessous de tout ça, de ce 24 000-là. Mais selon les régions, là, on parle entre 24, 26, 27, 28 000 pour une personne pour être correct. Donc, les aînés à qui on a parlé sont déjà en dessous de ce seuil-là, à 18 783. Le loyer moyen payé 673 par mois, ça, encore une fois, très en dessous du marché. Bon, c'est des loyers qui fonctionnent avec les revenus, hein, vous l'avez vu ici. Mais comme on va le voir bientôt, dès qu'il y a un élément dans cette équation-là qui ne fonctionne pas, c'est-à-dire il faut changer de logement, le 18 783 par année, essayez de vous loger avec ça adéquatement dans le marché locatif actuel. Bonne chance. Durée moyenne d'occupation, presque 10 ans, ce qui explique aussi des loyers bas, hein. Plus on vit longtemps quelque part, plus on paie généralement un loyer sous le marché parce que les propriétaires n'ont pas été capables de nécessairement l'augmenter de 2, 3, 400, 500 $, même si théoriquement ils n'ont pas le droit. Mais entre le droit et la réalité, vous allez voir aujourd'hui qu'il y a une très grande marge. Loyer moyen dans la localité, ça c'est selon le calcul de la SCHL, hein, qui est vraiment pas le même calcul. C'est une enquête sur les propriétaires volontaires. C'est pas le calcul du prix du marché réel. Le prix du marché réel, quand on a fait l'étude, c'était quasiment 1400 $ pour un 4,5. Donc le double. Vous voyez un peu, c'est dans cet écart-là entre le prix payé par une personne résidente de longue date, souvent aînée, et la valeur du marché que se crée un problème parce que la personne qui possède le bloc, soit elle veut le vendre ou si elle veut le garder, elle veut rentabiliser ce prix-là. Parce que tout le reste coûte cher aussi, l'hypothèque, etc. Peu importe les raisons qui sont derrière, la logique de base, c'est rentabiliser le loyer. Continue. Et c'est peut-être la première raison qui explique pourquoi les personnes aînées locataires sont sur la ligne de front de ces dynamiques spéculatives-là. Je vais bientôt passer la parole à Isabelle avant quelques petites choses sur Saint-Jérôme. Vous le savez, forte croissance démographique, surtout après la pandémie. Taux de locataires en croissance. Par contre, augmentation substantielle des loyers parce qu'il y a très peu de logements vacants, beaucoup de demandes, très peu de logements. Je vais vous montrer un petit graphique tout de suite après. Il y a une politique en faveur des personnes aînées depuis 2 ans, je crois. Vous voyez ça, là, c'est le taux d'inoccupation des logements à Saint-Jérôme de 2002 à 2021. On dit que le taux d'équilibre pour qu'il n'y ait pas de crise du logement, c'est-à-dire de l'offre, parce que la crise du logement, c'est plusieurs choses. C'est pas juste l'offre de logement, c'est aussi le prix. Le problème, c'est que les prix, ils descendent jamais. Une fois qu'ils sont augmentés, ils vont jamais en arrière. On peut ralentir la hausse des prix, mais on va jamais rétro-pédaler sur des prix. Bref, ça, c'est le taux d'inoccupation. Quand on est en bas de 3%, on a de la misère parce que les gens ne sont pas capables de se trouver un logement et ça crée une pression inflationniste sur le prix des logements. Vous le savez très bien comme moi. Autour de 2003, on a topé presque le 0%. Après ça, oups, ça a réaugmenté. Après 2008-2009, la décennie 2010, c'était pas si pire. On est allé jusqu'à 4,5% là, en 2016 et ça l'a rechuté et on est presque à zéro. Là. En ce moment, là, on est en 2025. Là, désolé, les données datent déjà un peu, mais on est dans le bas là, ici, encore une fois. Donc, c'est sûr qu'il y a eu un problème. Là. Il n'y a pas assez de logements locatifs pour la demande. Ça, c'est certain. Saint-Jérôme, vous reconnaissez votre ville. Répartition de la population âgée par secteur.
Vous voyez ici, là, il y a une légende à gauche, OK? Ça, c'est des taux de population âgée, mais le rouge foncé, c'est du 32-40%. Fait que là, c'est comme un tiers de la population dans ces secteurs-là a 65 ans et plus. Ben, à Montréal, ça ressemble un peu à ça aussi. C'est que la population âgée est concentrée dans certains secteurs. Ben, à Saint-Jérôme, vous voyez que c'est concentré. Là, je connais pas le nom des secteurs exactement, là, mais c'est... Ah oui, ça, c'est quand on va vers Prévost, là, ici. OK. Ben, dans le centre de Saint-Jérôme, finalement. Euh, si vous avez des meilleurs toponymes, vous me le direz. Mais... donc, le monde est pas mal concentré là. Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est aussi les lieux, ben c'est les lieux, c'est le centre de la ville, là, à un moment donné, tout se passe là. Les locataires, les proportions de locataires sont aussi extrêmement élevées. On a du 66% ici. Ça, j'ai jamais vu ça, 66% de locataires dans un secteur, dans une municipalité québécoise. C'est rare, c'est vraiment beaucoup. 66-77% de locataires. C'est très, très élevé. Donc, les aînés vivent dans les secteurs avec le plus de logements locatifs au centre de la ville. Et donc, ben, il y a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est une certaine proximité avec les commerces, tout ça, la capacité à se mouvoir à pied, tout ça. Le désavantage, ben, c'est peut-être d'être dans un secteur avec une forte demande, puis qui vit peut-être un petit processus de gentrification aussi. Fait que là, je laisse Isabelle, qui connaît beaucoup mieux Saint-Jérôme que moi, pour y travailler. Oui, merci Julien. Alors, ben, Julien a posé la table là, justement sur le contexte. Donc, on sait, c'est ça, comme Julien disait, on a interrogé plusieurs personnes, là, ben, comme Julien disait, dans le sens où on a une forte proportion de personnes aînées qui habitent le centre-ville. On a aussi arpillé les rues, dans certains cas, avec nos assistantes de recherche là, pour pouvoir interroger des personnes aînées, notamment donc au centre-ville de Saint-Jérôme. Et on a interrogé aussi des personnes différentes personnes. Je reconnais certains visages qui sont ici, que j'ai indiqué le acteurs territoriaux, donc qui travaillent dans des organismes à la ville, des organisations communautaires, différents types d'organisations dans la MRC de Rivière-du-Nord, qui travaillent de près ou de loin ou viennent en aide de près et de loin à des personnes aînées ou sont en contact et qui travaillent sur cette question, sur ces enjeux-là au niveau du logement. Donc, je vais vous présenter quelques échos du terrain. Donc, ce que les acteurs des organismes, différents organismes et organisations nous ont dit. Et ensuite, je vais illustrer là, un peu avec les témoignages, les expériences, les épreuves qui sont vécues par les personnes aînées dans ces différentes là, dynamiques locatives là, qui concernent différentes réalités, tant de l'augmentation qu'aller à l'éviction, etc. Donc, Julien, si tu veux passer à la seconde, oui. Donc, les échos du terrain. Bon, sans surprise, hein, vous le savez, que ce soit dans la MRC de Rivière-du-Nord, Saint-Jérôme ou plus largement dans le reste du Québec, on sait que les milieux d'hébergement, donc, sont saturés. Particulièrement à Saint-Jérôme, là, ben, ça fait sens avec ce on vient d'évoquer, là, presque 0% de logements libres, donc hein, une offre locative quasi inexistante. Et ça, donc, vous avez des témoignages aussi, donc, des organismes qui disent des organismes du milieu peinent à suffire à offrir des services. Donc, il y a des listes d'attente non seulement pour les logements, mais aussi pour avoir du support et des services qui viennent justement avec cette situation qui cause beaucoup de détresse. Donc, ça devient un peu compliqué pour une clientèle aînée. Je disais donc une clientèle aînée qui commence une perte d'autonomie. Et quand les gens ont des besoins, ben, il faut qu'ils s'en aillent vers des ressources avec un petit peu plus de services. Puis là, les prix sont exorbitants. On peut penser, par exemple, ici au RPA, hein, où on a des listes là, avec différents types de services. Mais dans la réalité, les personnes aînées, on a une large proportion de personnes aînées là, qui vivent avec des bas revenus. Donc, des RPA avec une diversité de services offerts, c'est accessible seulement qu'à une minorité de personnes. Donc, on a une autre personne qui nous disait les ressources d'hébergement, les ressources pour héberger, c'est rare.
et c'est d'autant plus rare avec les personnes qui ont des pertes cognitives. Donc, aussitôt qu'on arrive avec des clientèles qui ont des besoins spécifiques, c'est-à-dire tant au niveau des besoins des besoins moteurs que différents types de besoins au plan cognitif, ou encore des logements qui sont adaptés. Hein. Vous voyez sur le second picot, donc, des logements adaptés pour différents types de clientèle, migrantes, LGBTQ+, des clientèles même qui présentent des dépendances et qui sont en voie de sortie de ces dépendances-là. Donc, c'est très difficile de trouver des logements encore là avec des services qui pourraient faire en sorte que ces personnes ne soient pas dans la rue. Donc, se loger en périphérie aussi de Saint-Jérôme, c'est un enjeu. Certaines personnes nous disaient, bien sûr, ils peuvent sortir de la ville, du centre-ville, mais encore là, plusieurs personnes aînées vont trouver des distances longues à parcourir. Il y a des enjeux aussi liés à la saison hivernale. Donc, sortir de Saint-Jérôme, c'était un peu compliqué, même si les logements sont moins chers. Donc, on se heurte d'entrée de jeu à une exclusion là, territoriale au sens que on ne peut pas sortir beaucoup du giron dans lesquels on habite. Et généralement aussi, si on a des lieux d'appartenance, généralement, les personnes vont vouloir y demeurer quand les conditions là, favorables sont présentes. Donc, Julien, si tu veux changer, s'il te plaît. Donc, les tentatives d'éviction, on voit aussi dans les témoignages que les acteurs et les intervenants intervenantes nous ont rapporté que, ils soutiennent différents types, ils soutiennent les personnes aînées lorsqu'ils font face à différentes tentatives d'évasion. Et pour ce faire, donc, les propriétaires utilisent différentes stratégies. Donc, bien sûr, on peut penser ici à des augmentations abusives, des baux non conformes, des reprises illégales, la conversion de RPA euh, en différents types d'autres locations, des modifications de blocs appartements condo, des nouveaux règlements. Puis à cet égard-là, par exemple, il y a une personne qui nous disait, donc, les propriétaires vont mettre leurs propres règles. Ils vont tellement loin dans certains cas qu'une personne nous disait, j'ai vu passer que la personne, le propriétaire faisait ses propres baux, propres baux. Donc, c'est marqué, par exemple, j'accepte, je refuse, alors que le bail officiel dit je conteste, puis tu coches. Donc, à ce moment-là, en fait, ce que le témoignage révèle, c'est que les gens, en fait, avec la modification des propres baux, sont plus ou moins à même de voir que ces baux sont falsifiés, donc, il pose peu de questions. Ça amène cette question aussi de la méconnaissance des droits. Donc, dans certains cas, les stratégies abusives aussi parfois sont explicites, des fois sont implicites, comme cette histoire de baux, de modification de baux, par exemple. Les gens ne connaissent pas la loi, tous les règlements, quand il y en a aussi à propos soit de la loi Françoise David ou d'autres types de règlements. Donc, difficulté de faire reconnaître ses droits et même quand on connaît ses droits, parfois aussi, on veut éviter les conflits. Donc, de se plonger dans un conflit avec la personne propriétaire, c'est pas quelque chose qui est souhaité. Dans d'autres cas aussi, on peut faire face à des enjeux de littératie. Donc, il n'y a pas juste la littératie numérique, hein, la littératie juste au niveau de la capacité de bien comprendre, discerner l'information, bien analyser. Donc, les personnes vont jeter un peu la serviette ou vont être aux prises, en fait, avec ces enjeux-là pour faire reconnaître leurs droits. Donc, quelqu'un nous disait, même s'ils connaissent leurs droits, ils embarquent dans tout un processus qui est hyper complexe. Puis quand tu es fragilisé, puis t'as pas envie d'aller là-dedans. Donc, en plus, tu as peur d'avoir des problèmes de harcèlement. C'est ce qui se passe présentement. Donc, défendre ses droits peut amener aussi des conséquences. C'est ce qu'on voyait aussi. Donc, du harcèlement qui va devenir plus accru ou qui va s'intensifier aussi avec le temps. Julien, tu veux changer, s'il te plaît? Mm. Donc, bien sûr, les personnes intervenantes nous ont partagé en fait que par-delà les enjeux, par-delà le stress vécu et les enjeux aussi liés à l'anxiété qui se développe, mais il y a aussi des conséquences là, sur différents pans de la vie sociale en général et de sa santé individuelle. Donc, il y a des enjeux sur le point de vue de la santé mentale, de la sécurité alimentaire et de l'itinérance. Parce que, comme vous le voyez, pour contester une décision, ça vient, comme nous disait une personne, ça vient les fragiliser davantage. Donc, ils cherchent un logement, ils paient trop cher. Fait que c'est ça, ça vient jouer sur ta santé mentale puis ta fragilité. Donc, il y a des gens avant qui pouvaient, avant les augmentations, par exemple,
payer un peu plus cher pour des logements. Maintenant, avec l'augmentation, s'ils font face à des augmentations abusives et qu'ils vont accepter de payer ça, ben forcément, ça va jouer sur d'autres pans, d'autres rubriques de dépenses. Donc, forcément, on va venir diminuer le budget sur l'alimentation, sur la voiture. Donc, on va éviter trop de se déplacer. Plein d'autres types de dépenses sur lesquelles on va devoir couper puis qui va finalement nuire à notre santé mentale, à nos socialisations, nos espaces de socialisation, etc. Ça vient créer aussi de la détresse des idéations suicidaires. Donc, ça été beaucoup partagé. Par-delà même le site de Saint-Jérôme, là, c'est ce qu'on voyait aussi de d'autres comités logement. Donc, les gens font appel pour des besoins d'aide. Tous les jours, ce sont des locataires qui pleurent au téléphone, des gens qui sont en détresse, des gens qui se sentent floués, qui ont des problèmes de santé. Donc, cette anxiété liée à la recherche de logement ou à une menace d'éviction ou au fait de devoir penser qu'on va devoir quitter son logement, ça entraîne une série de conséquences là, sur le plan de la détresse mentale. Une itinérance accrue de personnes de vieillissantes. Donc, il y a des gens qui nous disaient que ça se voyait quasiment à l'œil nu à Saint-Jérôme, qu'on voyait en fait cette population itinérante vieillir carrément dans la rue. Donc, cette population qui est coincée dans différents types d'hébergements d'urgence. Et finalement, il y a des gens qui disent, ben, finalement, si on n'arrive pas à les sécuriser, ce sont des personnes, en fait, qui vont mourir, qui vont terminer leurs jours dans des hébergements d'urgence via ce phénomène de porte tournante. Donc, on rentre dans une situation d'urgence et on ne réussit pas à se sécuriser et on va tourner comme ça là, dans différents types de ressources là, de première ligne. Donc, malheureusement, ce qu'on assiste, c'est cet appauvrissement des populations aînées et plus largement, en fait, l'appauvrissement de l'ensemble de la population, vous le savez, qui confronte cette logique d'exclusion liée au logement, mais elle est accrue et elle a des particularités pour la population aînée, justement, compte tenu des différents facteurs qu'on vient d'évoquer. L'âge, la condition de santé, la condition financière aussi, et les possibilités, les ressources dont on dispose, donc à la fois les ressources matérielles puis les ressources symboliques, là, sur le plan de ta capacité de faire valoir ses droits. Donc, tout ça vient frapper de plein fouet là, la population aînée dans cette crise du logement. Donc, ce sont quelques témoignages des échos du terrain. Donc, si on passe à l'expérience en tant que telle des personnes aînées, donc on a découpé en fait l'expérience des locataires en trois types d'expériences. Donc, on a l'expérience qui est vraiment liée, celle aux relations. Donc, les personnes en fait, pardon, des personnes en fait là, qui confrontent différents types de relations problématiques, soit avec leurs propriétaires, soit qui font face à des dynamiques de harcèlement qui sont explicites ou implicites, soit des relations tendues, de la pression aussi à quitter le logement, qu'elle soit directe ou indirecte. Donc, différents types de dynamiques qui rendent compte en fait de cette dynamique, de cette insécurité résidentielle. Là, comme là, vous voyez, vous avez un témoignage ici d'une dame de 79 ans qui habite dans son logement depuis 26 ans à Saint-Jérôme puis qui fait face à un nouveau propriétaire qui tente de l'expulser. Donc, il nous dit qu'elle a toujours bûché pour venir à bout de rencontrer ses dettes. Ça fait 26 ans qu'elle est dans son logement. Son logement il est arrangé à son goût. Puis là, elle fait face à des enjeux de santé aussi. Donc, il y a beaucoup d'émotions dans les témoignages parce que les gens sont là depuis très longtemps. Puis la plupart du temps, elles veulent, si elles ont les conditions pour le faire, un logement qui pourrait être en état. Donc, elles voudraient demeurer ici en paix parce que c'est un quartier qu'elles connaissent, parce qu'elles ont des amis, elles ont des lieux familiers qu'elles visitent et tout ça. Donc, le harcèlement ici, donc, ça va faire du bruit, par exemple. Vous allez sortir. Donc, il y avait différents types. Ici, c'était plus une question là, de bruit et de devoir faire face là, à cette dynamique-là d'insécurité résidentielle face au fait qu'elle devait déménager sous peu. On a d'autres types d'expériences. On pense à la prochaine diapo, par exemple. Donc, on a ici une dame, là, vous avez un exemple dans Bien Petite sûr. Patrie, mais on a ici une dame, mais
en fait, cette dynamique d'insécurité résidentielle résonne dans l'ensemble des sites. Comme je disais, on a focalisé un peu sur Saint-Jérôme pour la présentation d'aujourd'hui, mais ces dynamiques-là, elles sont par-delà Rivière-du-Nord. Donc, des gens qui se font accepter, hein, qui se font proposer un logement pendant qu'on leur dit qu'on va rénover le leur, puis finalement, on réfléchit, puis au bout du compte, ben, finalement, c'est plus disponible. Donc, la dame ici, elle témoigne, par exemple, elle s'est fait offrir un point et demi de l'autre côté qu'on rénovait. Elle s'est dit, ah, ben, je suis aussi bien d'accepter, ça va permettre au propriétaire, finalement, de faire la même chose de mon côté, donc de son côté de logement. Donc, elle se sentait même un peu coupable de ne pas accepter dans un premier temps. Et après, donc, après, l'offre, elle a passé. Et après, le propriétaire lui a dit, ben là, c'est plus possible, faut que tu restes ça, faut que tu restes là. Donc, on peut bien essayer de déménager quand même, mais bon, il y avait encore de l'insécurité locative là, dans ce témoignage que cette dame de 80 ans qui habitait dans son logement depuis 12 ans nous faisait part. Si on passe à la prochaine diapo sur toujours ces épreuves vécues par les expériences. Donc ici, on a la personne qui faisait en entrevue, qui lui demande comment ça s'est passé, qu'est-ce que vous avez fait quand votre propriétaire vous a dit ça, parce que c'est toujours souvent les interactions avec les propriétaires. Donc la dame qui répond, ah, moi, je touche pas à ça. J'ai juste dit au monsieur, moi, je connais mes droits parce que cette dame-là, en fait, elle voulait faire défendre ses droits. Et même à la télévision, tout le monde en parle dans les journaux avec les personnes qui ont 70 ans et plus, donc 26 ans d'habitation. Donc, on avait encore une dame ici qui était dans son logement depuis longtemps et qui avait pris connaissance, en fait, de ses droits, qui était soutenue par un organisme communautaire de la région. Mais encore là, la dynamique, les rapports de pouvoir sont tellement inégaux avec les personnes propriétaires et quand tu es une personne résidente. Donc, c'est très difficile de mener ce combat, en fait, en étant toute seule. Et ça, c'est une des dynamiques aussi qui était particulière à Saint-Jérôme, compte tenu qu'il n'y a pas de comité de logement. Les organismes communautaires aussi sont surchargés parce qu'il n'y a pas un comité de logement qui est en mesure, en fait, d'outiller ou de suivre, en fait, les personnes aînées dans chacun des dossiers. Donc, les organismes se répartissent un peu le travail. Et donc, ça devient rapidement une surcharge là, avec l'ensemble des dossiers même quand on veut faire valoir ses droits, là, comme la personne ici nous le faisait valoir. Donc, si on passe à la prochaine diapo. Donc, l'expérience des locataires encore, donc c'est la dernière pour vous rendre compte, en fait, ici, qu'on fait face à une autre expérience là, locative difficile. Donc, en qualitatif, on rend compte de la parole des gens, donc c'est pour ça qu'on vous a mis ces verbatim-là. Donc, il y a une autre, Madame Marc qui nous dit, à un moment donné, je l'ai appelé parce que c'est vous qui m'avez dit, là, il se vante un peu, on le sent. Elle voulait faire, il vante un peu, on le sent. Donc, c'est un témoignage, en fait, qui rend compte que la dame, ça fait plusieurs fois qu'elle signifie à son locataire qu'il y a des rénovations à faire, il y a notamment du vent qui s'infiltre, il fait froid, il manque de chauffage, c'est l'hiver. C'est choquant, cette situation-là. Là, le propriétaire lui rendit, si vous n'êtes pas contente, madame, vous avez juste à partir, le ton monte, etc. Donc, il y a plein de dynamiques comme ça qui se fait à l'abri des regards et d'interactions comme ça qui se fait entre les propriétaires et les personnes locatives. Puis les personnes locataires, ben, comme cette dame-là, par exemple, elle dit, j'ai pas du tout monté le ton, donc ça reste d'un ton poli. Mais encore là, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'abri des regards et devant des réponses de propriétaires qui sont incertaines. Hein, certains restent implicites, mais d'autres montent rapidement jusqu'à la colère, jusqu'aux insultes, jusqu'aux menaces. Alors, que faire quand c'est dynamique et ce harcèlement et ces coups de fil et ces cogner à la porte, le concierge, etc., qui vient tacler, qui vient cogner pour différentes raisons. Donc, on fait face à des dynamiques où les gens sont en interaction, sont seuls avec les personnes propriétaires ou le concierge, etc., puis ils ne savent pas nécessairement à qui s'adresser ou quoi faire là, avec toutes ces interactions qui sont abusives, voire agressives, harcelantes, etc. Donc, après avoir pris ces différents témoignages là, qui sont différents témoignages qui concernent trois types d'épreuves vécues. Donc, Julien, si tu veux me mettre la prochaine diapo, s'il te plaît. Donc, on a trois types d'épreuves vécues ici. Donc, ce que je vous ai raconté, on a classé ça dans les épreuves, en fait, interactionnelles. Donc,
je l'ai évoqué. Donc, ça émane des interactions avec souvent le propriétaire, la personne concierge. Mais au-delà de ça, les épreuves interactionnelles peuvent concerner aussi des conflits avec un ou des personnes son voisin, des relations tendues avec la personne propriétaire, des menaces ou tentatives de reprise ou d'éviction, du harcèlement, de l'intimidation, des menaces aussi diverses là, avec les personnes, soit propriétaires, soit qui représentent propriétaires, de la désinformation, le non-respect des droits, falsification de baux, etc. Essayer de passer des augmentations donc abusives pour respecter les lois, etc. Profiter en fait de la vulnérabilité des personnes, de certaines personnes aînées, etc. Tantôt, par exemple, je parlais du manque de littératie, mais du manque de littératie en général. Donc, c'est une forme de vulnérabilité. Les pressions aussi à inviter ou à quitter, donc différents types de pressions, offrir un logement supposément qui va être plus beau, qui va être rénové, faire valoir des choses que finalement les personnes n'auront pas accès. Donc, autre forme de maltraitance diverse et la modification aussi de la durée du bail. Donc, toutes ces épreuves-là qui concernent les interactions par rapport à son logement et qui font vivre en fait ces situations-là d'insécurité résidentielle et amènent les personnes à vivre beaucoup d'angoisse et d'insécurité. Donc, on a un autre type d'épreuves qui sont les épreuves financières par la suite. Oui. Donc, les épreuves financières, elles, en fait, ben, comme le nom l'indique, elles concernent toute la partie matérielle, donc la difficulté à payer son logement, l'incapacité, voire dans certains cas, quand le logement devient trop cher d'année en année, des augmentations abusives, des coûts indirects pour le maintien des lieux, des frais ou menaces de frais illégaux. Donc, ça aussi, on voit ça dans les différents témoignages, là, en lien aussi avec les différentes menaces, les réparations, les loyers non encaissés, les entraves pour payer, etc. Donc, tout ce qui renvoie au portefeuille et bien sûr qui génère aussi de l'angoisse là, pour les personnes concernées. On a les épreuves aussi spatiales, donc qui est la troisième épreuve là, qu'on a catégorisée là, à la lumière du cadre théorique qui s'intéressait aux épreuves vécues. Donc, les épreuves spatiales concernent, elles, la négligence ou le manque d'entretien du logement. Donc, des propriétaires qui répondent pas à l'appel, malgré les plaintes consécutives, ou les appels, etc., qui laissent juste le logement se détériorer, ce qui amène dans le deuxième picot l'insalubrité, les problèmes de vermine. Et ça aussi qui cause son lot euh, dans d'autres types de travaux, des personnes qui dorment dans la cuisine à la lumière éveillée parce que justement, il y a de la vermine. Donc, ça aussi, ça engendre son lot d'angoisse et d'insécurité et de peur aussi, donc qui viennent aussi agir sur la santé mentale. Des entrées sans autorisation dans le logement. Donc, on peut passer ici à d'autres types de travaux qui concernent, par exemple, la violence vécue par les personnes, notamment les femmes locataires. Donc, les entrées sans autorisation dans le logement, par exemple, par les concierges. Donc, une problématique aussi qui est de plus en plus discutée. L'insécurité dans l'immeuble ou le voisinage, donc quand les couloirs sombres, pas éclairés, mal entretenus, etc. Et la perte de services là, graduelle pour les logements certaines qui avaient des vocations de RPA, par exemple, une diminution là, de services ou encore là, on coupe les services par représailles. Si les personnes font valoir leurs droits, ben, on va menacer de couper les services aussi, le chauffage l'hiver, etc., pour en venir à ces fins là, que la personne quitte le logement. Donc, ici, on a un portrait là, vraiment sommaire. Là. J'imagine que vous avez entendu aussi plein de récits sordides de votre côté. Donc, c'est en fait, non, on ne peut pas ici témoigner de l'ensemble là, des expériences des vécues des presque 40 personnes interrogées, mais ça vous donne un bon aperçu en fait de l'ensemble des épreuves qui sont vécues euh, sur le plan locatif par les personnes aînées et la plupart d'entre elles, comme je disais, donc des personnes aînées qui sont d'ores et déjà fragilisées et vulnérabilisées. Donc, je laisse la parole à Julien. Quelle Oui. protection, la jurisprudence, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les pistes d'action à partir de ça? Julien, je te redonne la parole. Oui, ben merci beaucoup. Donc, ouais, c'est pas évident les pistes d'action, etc., etc., parce que on est un peu
au centre comment dire, d'un complexe d'inaction que j'appelle, là, parce que malheureusement, ce qui se déroule sur le terrain, ce que tu viens de nommer, Isabelle et tout, se déroule souvent derrière des portes closes. Donc, c'est au locataire, en grande partie, de devoir contester des reprises ou évictions frauduleuses ou de faire valoir les droits en fonction de, excusez, 1959.1, etc., etc., ben, ça doit être écrit dans un avis d'éviction de reprise légalement, là. Mais si la personne veut faire valoir ses droits et qu'elle se sent flouée, c'est elle qui doit évidemment ouvrir un dossier au TAL. Et ça demande des ressources, du temps, de l'énergie. Donc, écoutez, ça, c'est la deuxième mouture de l'article 1959.1, qui est la fameuse loi Françoise David. La première, qui a été adoptée en 2016, prévoyait des dispositions un petit peu différentes, je vais vous en parler. Donc, le locataire ne peut reprendre un logement ou en évincer un locataire lorsque ce dernier ou son conjoint, au moment de la reprise ou de l'éviction, est âgé de 65 ans ou plus. Dans la dernière mouture, c'était 70 ans. Occupe le logement depuis au moins 10 ans, ça l'a pas changé, et un revenu égal ou inférieur à 125% du revenu maximal lui permettant d'être admissible à un logement à loyer modique. Ça, c'est environ 33, ça doit être, je pense, 36 000 environ, ce seuil-là. Le seuil change chaque année. Donc, il y a des exceptions. Le propriétaire peut reprendre le logement si il est âgé de 65 ans et plus et souhaite reprendre le logement pour s'y loger. Le bénéficiaire de la reprise est une personne âgée ou vieillissante. Il est un propriétaire occupant de 65 ans, mais qui souhaite loger des bénéficiaires de moins de 65 ans. Là, plusieurs personnes vous diront, oui, mais les locataires aînés sont protégés par cette loi-là, c'est fait, etc. Mais là, faut faire attention avec ça, hein. Est-ce que le code criminel protège les femmes contre les féminicides? Bon, un peu, mais pas tant que ça non plus. Ça n'empêche pas certaines personnes de passer à l'acte, etc., etc. Donc, c'est toujours la distance entre le juridique et le réel doit être mesurée. Ici, dans le cas de cette loi-là, avec nos collègues du département des sciences juridiques de l'UQAM, on a regardé toute la jurisprudence là, reliée à cet article-là, 1959.1, dans sa première mouture, donc entre son adoption en 2016 et 2022, OK? Et durant ces années-là, il y a eu 51 748 dossiers au tribunal. Ah, excusez, c'est jusqu'en 21. Donc, les 5 premières années. 51 000 dossiers au total. La moitié de tous ces dossiers-là, c'est des expulsions pour non-paiement. Vous saviez ça? Que la moitié de ce que le TAL fait, c'est des expulsions pour non-paiement. On peut être expulsé pour non-paiement en 3 semaines. Il suffit de manquer un loyer et c'est fini. Si votre prêteur vous amène en non-paiement, et c'est le rôle le plus rapide au TAL. Donc, le TAL est en grande partie une institution qui permet d'évincer des locataires qui ne paient pas à temps ou qui sont en retard sur leur loyer. Beaucoup de gens dans la rue, on le sait, hein, tu l'as dit Isabelle, qu'il y a une augmentation de l'itinérance âgée, mais ce que les organismes comme Maison du Père et autres nous disent, c'est justement, c'est beaucoup des cas d'expulsion pour non-paiement, des gens qui ont perdu leur emploi, c'est la crise de l'inflation, ils sont pas capables d'arriver. Bon, il suffit que vous perdiez un mois, que votre propriétaire n'ait pas de bonté d'âme et il va vous expulser, il va en profiter pour vous expulser en toute légalité. Dans ce contentieux-là, 51 000 dossiers, il y a eu 1970 reprises de possession. La reprise de possession, c'est quand on veut loger un ascendant ou un descendant. C'est juste pour vous donner une idée. Et il y a eu 123 dossiers seulement impliquant l'article 1959.1. OK? Là, on a écrit sur 6 ans, mais c'est sur 5 ans. Désolé, une erreur. Sur ces 123 dossiers-là, il y a eu la moitié, donc 63 dossiers environ, qui ont été rejetés parce qu'il y avait il y a des critères non remplis, c'est-à-dire le critère du revenu. Les gens n'étaient pas protégés à cause qu'ils remplissaient pas le seuil. La durée d'occupation, il y a des gens qui ont été rejetés là, de la protection parce qu'ils vivaient dans leur logement depuis 9 ans et 350 jours. L'âge aussi. Où une des exceptions s'appliquait, là, celle que j'ai nommée tantôt, le jeune bénéficiaire de 70 ans et plus, etc., etc. Donc,
Ce qui fait qu'il y a finalement seulement 61 cas de personnes protégées, de ménages protégés en 4 ou 5 ans au tribunal. Évidemment, on n'a aucune idée de ce qui se produit dans le réel, là, hors du tribunal, mais ce que ça nous dit premièrement, c'est que le recours au TAL est très faible, hein, à part pour les expulsions pour non-paiement, comme vous l'avez vu. Ça, c'est les propriétaires qui vont ouvrir un dossier pour expulser leur locataire pour non-paiement. Donc, c'est ce que le TAL fait en majeure partie. Et donc, le recours à 1959.1 est très faible, très, très faible, devrait-on dire. Et deuxièmement, j'ai parlé personnellement à plusieurs aînés qui étaient bien sûr protégés par 1959.1, mais qui me disaient justement, oui, mais je suis protégé, mais le tribunal, il vient pas ici voir si mon propriétaire me harcèle à chaque jour comme il fait, là. Donc, il y a une occupation juridique puis une occupation empirique, hein, qui se mélangent. C'est-à-dire que si vous êtes protégé par des lois, c'est une chose. Mais si vous n'êtes pas capable de faire valoir ces lois-là ou ces droits-là dans l'intimité du quotidien, ben ces lois-là ne valent pas grand-chose non plus. Donc, beaucoup de personnes aînées choisissent quand même de quitter un logement, même s'ils sont protégés sur 1959.1 parce qu'elles n'en peuvent plus du harcèlement et de la violence qu'elles subissent. Elles décident d'avoir la paix, d'acheter la paix. Des fois, ça veut dire se finir dans la rue, évidemment. Des fois, ça veut dire se relocaliser hors d'un centre urbain ou dans des logiques dans des logiques d'itinérance cachée ou autre. OK? Donc, qu'est-ce qu'on fait comme solution maintenant? Vous allez me dire, qu'est-ce qui est possible de faire? Ah là là, là 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 là. Ça, c'est pas évident parce que ça dépend de la volonté politique des gens qui sont à Québec, donc le parti au pouvoir. Les solutions au logement des aînés sont très politisées et idéologisées, malheureusement. C'est un certain problème puisque il y a peu de choses qui avancent dans ce dossier-là depuis l'adoption de cet article-là du Code civil, après quoi les partis se sont un peu lavé les mains avec pour dire que c'était réglé. Or, ce n'est pas vrai. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ben, premièrement, élargir le seuil d'admissibilité 1959.1 pour diminuer la durée à 5 ans. Ou peut-être faire un moratoire complet sur l'éviction de personnes aînées, même pour non-paiement. Qu'est-ce qu'on fait avec ça comme société, les évictions pour non-paiement de personnes aînées qui se retrouvent directement à la rue parce que leur fonds de pension est pas assez élevé pour couvrir les frais d'un logement au prix du marché dans un marché inflationniste. Donc, qu'est-ce qu'on fait comme sociétalement pour ça? C'est une question qui est ouverte, là. Former les juges du TAL pour établir des paramètres dans l'interprétation du critère du revenu en regard du cumul ou non entre conjoints, parce qu'il y a des juges qui l'ont cumulé, il y a d'autres juges qui l'ont pas cumulé le revenu, qui ont exclu des gens à cause d'un cumul, d'autres qui l'ont pas fait. Donc, les juges administratifs eux-mêmes ne savent pas encore comment interpréter la loi. Ça, c'est des dimensions plus juridiques, là, mais bon, si ça peut aider 2, 3 dossiers par année, ça sera déjà ça de prix. Faciliter le dépôt du fardeau de preuve pour les recours s'appuyant sur 1902, ça c'est le recours en harcèlement, c'est pour obtenir des dommages et intérêts. Très dur à prouver le harcèlement, quand c'est surtout verbal justement. Soutenir les groupes de défense des droits des locataires, garantir un accès à l'aide juridique, mener des campagnes de sensibilisation pour faire connaître ces dispositions-là, former les personnes intervenantes de la ligne aide maltraitance adulte aîné à dépister ces situations-là, etc., etc. Par contre, on reste encore une fois dans des logiques de la victime doit elle-même se défendre ici. Je ne sais pas vraiment ce qui est possible de faire en amont pour empêcher que ces situations-là se produisent. Ça impliquerait de restreindre le droit de propriété, qui est peut-être le droit le plus important dans la Constitution canadienne. Donc, on est vraiment dans un conflit entre le droit de propriété et la capacité des gens à se loger de façon sécuritaire, adéquate, abordable et de se maintenir en vie. Donc, c'est une contradiction directe entre le capitalisme et le droit au logement qu'on voit ici et qui se déroule dans la vie des aînés. Concernant la préservation du parc locatif privé et le développement de logements hors marché, ben, documenter les besoins en logement abordable. Et là, il y a plusieurs définitions d'abordable, c'est polysémique. Le nouveau, justement, au point 2.2, le programme d'habitation abordable du Québec
parle d'abordabilité, mais c'est pas de l'abordabilité calculée sur les revenus des gens, hein, c'est des fois de l'abordabilité calculée sur le prix du marché. Donc, on a vu des 4,5 à 1 600 $ étant qualifiés comme étant abordables. Pour une personne qui gagne 18 000 $ par année, ce ne l'est pas. Il faut faire attention donc avec ce terme-là d'abordabilité. Financer la construction de logements hors marché avec des services sur le modèle des résidences en harmonie. Par contre, il n'y a plus accès logis, malheureusement. Adopter des règlements de zonage prévoyant l'interdiction des changements d'affectation, la fusion d'appartements. Là, ça a été plus ou moins adopté au niveau provincial avec la loi 31 dernièrement. On continue. Au niveau des municipalités, donc là, c'est la politique de Saint-Jérôme, hein, c'est les quelques articles qui s'intéressent ou s'appliquent au logement, donc qui est une compétence en grande partie provinciale, on le sait, mais à travers laquelle le municipal a quand même une certaine capacité d'action. Donc, la ville dit définir la mise en place d'un plan d'action, modifier la réglementation d'urbanisme afin de permettre des typologies résidentielles variées, ça c'est très bien, donc des unités accessoires, des choses comme ça, peut-être pour réduire la pression sur le marché locatif. Planifier un pôle de milieu de vie complet pour les secteurs Bellefeuille, La Fontaine et Saint-Antoine, très intéressant. Participer activement aux différents comités, aux tables de quartier, concertation, logement. Bon, c'est très bien, les municipalités disent que font ces choses-là. Le problème, c'est que les enjeux sont, en ce moment, il y a 10 ans, ils sont très, très aigus en ce moment. Donc, on est dans une situation presque de crise humanitaire. Il faut donc adopter des politiques qui mettent en exergue l'importance du domicile et en considérant que le mal logement est une forme d'exclusion socio-territoriale. Adopter des politiques qui prévoient des mesures concrètes d'habitation, là, comme l'annonce qui a été faite ici, ça c'est un très bon exemple. Développer des processus d'évaluation des politiques et je dirais même faire pression sur le provincial pour renforcer les droits des locataires aînés ou trouver d'autres solutions parce que si ça continue encore comme ça continue en ce moment, malheureusement, on va être pris encore avec un problème grandissant au niveau de l'itinérance et des décès prématurés. C'est un enjeu de santé publique, là.